Cela dit, sur le plan réglementaire, ça nous pose un certain nombre de questions. Il y a des questions tout d'abord de qualification juridique, tout simplement, de ces nouveaux acteurs. Je pense par exemple aux constructeurs de télévision qui vous proposent des sortes de pages d'accueil avec plein d'applications, comme on les appelle, les widgets en anglais, un peu comme sur votre téléphone portable où vous avez toutes ces petites icônes qui vous permettent d'aller dans l'application. Une partie de la valeur est captée par celui qui fait ce portail, par le fabricant de téléviseur. En France, on a un système qui veut que tous ceux qui contribuent ou qui tirent un profit du fait que les gens regardent de la télévision ou regardent des contenus, de l'audiovisuel, du cinéma, tous ces acteurs qui tirent un profit doivent contribuer d'une façon ou d'une autre au financement de la création. C'est un petit peu réalimenter la chaîne de la création. Donc ces nouveaux acteurs prélèvent une partie de la chaîne de valeur, une partie de la valeur sur la chaîne de valeur, et il est donc logique qu'ils contribuent aussi au financement de la création. Et ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Donc, quel statut, par exemple, pour les fabricants de télévision qui sont ces opérateurs de plateforme? Comment faire aussi pour que si le contenu vient d'Internet, et donc pas forcément d'acteurs français, comment faire en sorte pour qu'ils eux aussi contribuent au financement de la création? Le CSA, pour l'instant, a compétence sur la télévision, la radio, ça tout le monde le sait. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà en partie compétence sur Internet, puisque d'abord toute télévision ou radio qui est diffusée sur Internet, théoriquement, si elle est établie en France, tombe sous notre responsabilité, mais aussi ces nouveaux services de vidéo à la demande sont régulés par le CSA. Donc, lorsque vous regardez un site de télévision de rattrapage sur votre PC, sur ordinateur, et demain sur une télévision de rattrapage, les revenus générés par ce site contribuent déjà au financement de la création, s'ils sont des sites de télévision de rattrapage établis en France. Il faudra faire en sorte que demain, les autres sites puissent aussi d'une façon ou d'une autre y contribuer. Alors on se rend bien compte qu'agir tout seul au niveau national trouvera rapidement ses limites. Donc c'est une question qu'il faut porter au niveau européen. Et j'ai déjà commencé, au nom du CSA, à porter ces questions-là auprès de mes collègues régulateurs et auprès de la Commission européenne. La prise de conscience commence à se faire. Et nous devons aussi après le faire certainement au niveau mondial, puisque un certain nombre des acteurs que vous avez mentionnés sont situés en dehors des frontières européennes. Cela dit, c'est pas parce qu'il faudra agir au niveau européen, au niveau international, qu'on doit s'interdire de ne rien faire en France. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce colloque, c'est pour ça que le gouvernement a missionné 5 personnes très brillantes qui vont bientôt remettre un rapport, ou l'ont remis, je ne sais pas encore, sur les téléviseurs connectés pour proposer un petit peu des solutions. La télévision connectée, c'est quand même d'abord un choix supplémentaire apporté au consommateur. Il faut bien voir qu'il va pouvoir voir de plus en plus de choses de contenu très intéressant, plus ou moins intéressant, enfin on espère très intéressant, sur son téléviseur. Donc c'est un plus pour les chaînes de télévision, c'est un plus aussi parce qu'a priori elles pourront atteindre des personnes par exemple, dans d'autres pays, si elles ont acquis les droits dans d'autres pays, via des connecteurs d'autres pays, et pour des nouveaux acteurs qui n'auraient pas forcément la possibilité d'avoir une fréquence audiovisuelle ou de monter une chaîne de télévision classique, ça leur donnera la possibilité d'avoir accès à des téléspectateurs. Donc, c'est un plus, bien sûr, puisqu'il y a plus de consommation. Mais, avec ça, il y a des problèmes réglementaires dont je parlais tout à l'heure, économiques. Il y a aussi une question de protection du consommateur qui est très importante et elle est majeure pour nous. Je ne sais pas si vous avez regardé la dernière campagne de spot télévisé sur la protection de l'enfance que le CSA a lancé, qui d'ailleurs a un grand succès, et je salue ses réalisateurs. On voit que des sujets comme ça, comme la protection de l'enfance, on est bien protégé sur sa télévision, avec des signes, enfin une chaîne de télévision, avec une signalétique claire, moins 10, moins 12, moins 14, moins 16, pardon, moins 18. Quand on passe sur Internet, la protection est beaucoup plus large. Et comment vous expliquer
que l'enfant, quand il est assis, comme là je suis assis dans un canapé, face à mon écran de télévision, si c'est une chaîne de télévision, je suis protégé. Si le contenu tout d'un coup vient par la voie connectée, là il n'y a plus aucune protection. C'est intenable comme discours. L'enfant n'a aucune raison d'être moins protégé dans un sens que dans l'autre. Ou alors la première protection ne servait à rien. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut mettre certaines limites. Donc il va y avoir une réflexion nécessaire sur une... Je ne veux pas dire mise à niveau, et je ne veux surtout pas employer le mot de régulation de l'Internet, parce qu'on va nous dire, là, on vous voit venir avec vos gros sabots, mais faire en sorte que l'Internet n'est pas un monde sauvage, et que dans ce cadre-là, il faut également appliquer des principes qui nous semblent importants dans la société, notamment celui de la protection de l'enfance, peut-être pas avec les mêmes règles que sur la télé, mais en tout cas qui aboutissent à un niveau de protection équivalent. Et ça, il faut y réfléchir, parce que pour l'instant, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas le cas. Les logiciels de filtrage ne sont pas suffisamment performants. Et puis de manière plus générale, il y a la protection du consommateur. Lorsque vous êtes dans le droit audiovisuel des chaînes de télévision, le consommateur sait par exemple à quel moment il voit de la pub, ou pas de la pub, il y a écran pub avant, écran pub après. Quand on passe sur Internet, c'est pas la même loi qui régit ça, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et là, dans cette loi, les choses sont beaucoup plus lâches, et la publicité est beaucoup moins encadrée. Donc là, le consommateur pourra peut-être être un peu plus perdu, et en tout cas moins protégé. Donc, tout ceci prouve la nécessité que cette convergence arrive enfin, cette convergence dont on parle depuis si longtemps entre télécom, Internet et audiovisuel, elle arrive maintenant, elle se manifeste sur le téléviseur, et il faut que la législation s'adapte en conséquence. Au niveau national, comme beaucoup de nos lois sont dérivées de directives communautaires, au niveau communautaire également. Bien sûr qu'il faut se poser ce type de questions. Enfin, le gouvernement, lorsqu'il a introduit ce qu'on appelle la révision générale des politiques publiques, la RGPP, où il a fusionné un nombre incroyable de directions, bien sûr, s'est posé la question de rationalisation. Alors après, il faut voir qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui est moins efficace. Il est clair qu'entre l'ARCEP et le CSA, on a des missions qui sont très différentes, mais on a des sujets qui sont parfois très connexes. Et les décisions des uns ont parfois un impact sur les décisions des autres. Donc au moins, il faut une collaboration plus importante entre ces instances, et avec mes collègues du collège, du conseil, et avec mes collègues de l'ARCEP, on s'emploie à collaborer davantage, se parler davantage. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une fusion ? Alors vous me citez le modèle de l'Ofcom, enfin, il y a plein d'autres pays, il y a d'autres pays qui ont le même modèle. D'ailleurs, vous auriez pu citer la FCC aux États-Unis, qui est bien plus ancienne. C'est le cas en Suisse également, où les régulateurs sont convergés, et il y a plein d'autres pays où ils ne le sont pas. En Allemagne, ils ne le sont pas, en Espagne, ils ne le sont pas, au Danemark, ils ne le sont pas, en Italie, ils le sont. Enfin bon, il y a autant d'exemples d'un côté que de l'autre. Donc je ne crois pas qu'il y ait de modèle particulier. En revanche, il est clair que la question doit être posée. Et sur un plan purement budgétaire, mais là, c'est au gouvernement de dire ça, mais je pense que le nombre d'autorités qu'on a est un nombre un petit peu élevé, et qu'il faudra certainement le diminuer. Mais ça ne veut pas dire que c'est ces deux-là qu'il faut fusionner. Vous pouvez fusionner l'ARCEP avec d'autres régulateurs de réseau, comme l'ont fait les Allemands, par exemple, ou vous pouvez le fusionner avec le CSA.